fait comme d'habitude. Nous observerons davantage de pauses, tout de même. L'inexpliqué. Là où la démesure devient la mesure. Croyants, non-croyants, rationnels et passionnés, ne manquez pas votre rendez-vous avec le médium Jean-Claude Dakis. C'est tous les mercredis à 10h du matin sur Marseille-Provence. Destination au-delà du savoir, l'émission du paranormal. Eh bien, bonjour et merci par avance de votre présence à l'écoute de Marseille-Provence Culture pour Au-delà du savoir, Jean-Claude Dakis. On continue donc cette série d'émissions avec notre invité qui est Jean-Claude Pontel. Alors pour ceux qui découvrent cette émission aujourd'hui, prennent donc l'émission en cours, eh bien il s'agit là de rencontrer Jean-Claude Pontel qui fait partie et qui est apparemment un des contactés les plus célèbres dans notre histoire actuellement, et qui est donc l'auteur de plusieurs ouvrages, donc les 2 tomes, donc un qui sont les visiteurs de l'espace-temps dont on reparlera tout à l'heure, dans lequel vous pouvez aborder un petit peu son parcours, sa vie, en quelque sorte, ce que nous faisons aujourd'hui, bien sûr, en sa présence. Alors, la semaine dernière, on a parlé un petit peu, pour ceux qui ont enregistré l'émission, c'est le conseil que nous avions donné, justement, pour que vous puissiez avoir un fil conducteur et bien vous repérer à tout ce qui va être dit, car c'est d'autant étrange qu'inexplicable par moments et incompréhensible, et je me suis permis de dire qu'on était à une radio très, très sérieuse et pas dans une émission de plaisanterie, donc parce que ça pouvait paraître un petit peu anarchique. Donc enregistrer cette émission, parce que vous allez pouvoir donc comme ça avoir un fil conducteur. Je vais faire un petit condensé de ce qui s'est passé. On a parlé la semaine dernière de son existence, de sa vie, de sa naissance, etc., de son parcours de Blida, donc en Algérie jusqu'en son retour en France, à Toulon, sa prise d'activité, les petits conflits familiaux qui le posent au père parce qu'il est un garçon indiscipliné qui ne présente aucun concours, mais jusqu'au jour où il va en présenter un, celui de la sécurité sociale, et puis la rencontre avec Varnier, la rencontre avec un ami, le commencement de son athlétisme qui va commencer donc au stade de l'Orme, c'est ça, au stade de l'Orme à Marseille, oui. Et donc, on arrive aujourd'hui, on s'est arrêté au moment où il commence à subir des tests médicaux précis parce qu'il devient très inquiétant, bien sûr, après sa réforme militaire et sa réinsertion donc dans le domaine professionnel traditionnel. Et puis, donc, c'est l'ancien hôpital Michel Lévy, c'est le professeur Serratrice, etc. Donc là, la rencontre aussi, la probabilité de rencontre avec notre éminent ufologue, toujours, bien sûr, un exercice qui est monsieur Jimmy Gueux, que beaucoup d'entre ceux qui s'intéressent au paranormal connaîtront en tant que spécialistes en ufologie, et cette fameuse rencontre qui se fait, qui doit se faire, mais qui ne se fait pas jusqu'au jour où elle se fait, où Jean-Claude Pontel rate le train en gare de Marseille pour aller sur Toulon, se rendre chez lui. C'est un impératif, presque un ordre donné. Il a un rendez-vous très important avec donc un psychiatre, donc à Michel Lévy, et Jimmy Gueux a l'air de dire que s'il acceptait ce rendez-vous, ce serait peut-être l'internement assuré en fonction de tout ce qu'il traverse et de tout ce qu'il vit. Alors nous nous sommes arrêtés là. Jean-Claude Pontel, bonjour. Bonjour. Heureux, parce que c'est sympa de permettre donc de continuer cette émission de ta compagnie. Alors je dis bien que je tutoie Jean-Claude Pontel parce que c'est devenu un ami depuis plus de 25 ans, donc on va pas tricher à l'antenne sur ce sujet-là, donc on se tutoie. Jean-Claude, merci donc d'être encore là. Et donc on arrive à ce moment donc de cette fameuse rencontre où Jimmy Gueux s'interpose au milieu de ce rendez-vous et dit non, il ne faut pas aller à ce rendez-vous parce que c'est un danger, ou alors vous allez y aller avec moi en ma présence parce que Jimmy à ce moment-là, et Jimmy fait quand même partie de ces gens qui ont encore du poids, vu la crédibilité de ses ouvrages dans ce domaine, et vient intervenir. Alors comment ça se passe cette rencontre ? On l'a quelque peu résumé la dernière fois. Il est vrai que Jimmy me contacte et me met en garde contre une éventuelle hospitalisation, c'est-à-dire internement. Et bon, il s'avère qu'il se montre convaincant vis-à-vis du professeur Serratrice, avec quelques menaces à l'appui quand même, parce que je crois qu'il lui dit que si on m'interne, lui, il fera valoir la justice là-dedans, donc il le poursuivra. Mais apparemment, Serratrice s'accorde à l'écouter. Et comme nous le disions la dernière fois, je vais tous les mercredis en consultation à l'hôpital Michel Lévy, où je vois des psychiatres, des psychanalystes, des psychologues qui cherchent
à convenir du dénominateur commun qui générerait ce qui n'est pour l'instant que des phénomènes, ce qui ne sont que pour l'instant que des phénomènes paranormaux, puisque je n'ai pas mis Jimmy Gu au courant des rencontres que j'avais effectuées, notamment à la gare Saint-Charles. Alors c'est vrai que jusqu'à maintenant il était question de contact, donc par des matérialisations en fait d'objets divers, les plus divers qu'ils soient d'ailleurs. Mais il n'y a pas eu d'entretien avec Jimmy de ces non, de parce ces personnages. Que comme on l'avait quelque peu aussi résumé, j'avais une petite crainte dans la mesure où il y avait quand même eu l'affaire du zoo de Marseille, et je ne savais pas exactement de quoi il retournait au niveau de ces individus qui avaient pris contact avec moi à la gare dans un premier temps, et puis on le verra par la suite à Lyon, puisque je vais aller à Lyon, et là il y aura encore d'autres contacts avec une forme de mission, mais en réalité on pourra s'apercevoir par la suite que cette mission n'est qu'un prétexte. Alors, quels sont les phénomènes, quels sont les comportements de Jean-Claude Pontel entre la période, donc, on va dire analytique, en présence de témoins médicaux, de ses rencontres à Michel Lévy, etc., et Jimmy Gu. À ce moment-là, il naît quelque chose avec Jimmy, parce que Jimmy ne vient pas que pour dire non, vous n'allez pas interner M. Jean-Claude Pontel parce qu'il n'est pas fou, sinon vous aurez affaire à moi juridiquement, parce que je représente ceci et cela dans la recherche, mais il naît quelque chose, il y a quelque chose qui se passe quand même, il y a une sympathie. Est-ce que Jean-Claude Pontel se sent à ce moment-là en affinité de pouvoir entretenir avec Jimmy Gu des relations plus intimistes dans ce qui se passe? Oui, mais toujours en prenant garde de ne pas parler pour le moment des rencontres. Bon, c'est vrai que Jimmy va devenir après un ami, c'est lui d'ailleurs qui va me pousser à écrire le livre, enfin les livres, puisqu'il s'avérera qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs qui arrivent, oui. Et il va m'assister, disons qu'il va chercher, au fil des années qui vont s'écouler, à rassembler un nombre de témoins, de gens assermentés, qui assisteront qui sont des phénomènes paranormaux. Alors, indépendamment de cette continuité qui se fait au fil des années, dans la proximité du temps qui vous réunit au moment de la rencontre avec Jimmy Gu, qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Jimmy, vous vous renvoyez souvent, il assiste à des phénomènes, il est témoin d'histoire, est-ce qu'il rentre dans l'intimité? Bon, je crois qu'il vient à une ou deux reprises à Michel Lévy, donc où le personnel médical se comporte de façon tout à fait amicale, je dirais, avec moi, parce que bon, je passe des tests dits psychophysiques, on ne décèle rien de particulier, semble-t-il. Bon, ils établissent un QI, mais enfin un QI, ça veut rien dire. Je crois que c'est pas ça, c'est pas là-dessus qu'il faut se baser. Mais on n'arrive pas à trouver, et pour cause, l'origine de la chose, puisque ça ne dépend pas entièrement de moi. C'est-à-dire que ça ne se fait pas selon ma propre volonté ou selon mes propres possibilités, mes potentialités. Et quand tu sors avec Jimmy Gu de cet entretien, etc., quelles sont vos relations après dans le privé, tous les deux, entre Jimmy et Jean-Claude? Quelle est l'histoire qui se passe après, donc, indépendamment de tout ce qui est médicalisé et qui va durer un petit moment, jusqu'au jour ou pas? Jimmy va lui déjà commencer à faire une série d'émissions. Il va faire une série d'émissions où il va relater cette histoire, il va un petit peu la romancer. Et je crois que c'est dans son émission Les Carrefours de l'étrange où il va faire une série d'émissions où il va commenter, où il va faire jouer par des acteurs, des comédiens d'ailleurs, ce qui est mon histoire quelque part. Il va un petit peu le romancer, c'est vrai. Et ce n'était qu'au début. Ça, c'était le début. C'était qu'au début. C'était qu'au début, c'est sûr. C'est autre chose. C'est sûr. Et bon, sinon pour le reste, il va écrire son livre du paranormal où il va parler de cette affaire, où il va aller chercher à l'élucider, mais enfin, il parviendra jamais à la totalité de la chose puisque je lui cache pour le moment. Et jusqu'à quand tu caches ça? Ben voilà, là il va se passer quelque chose, c'est-à-dire que je vais de mutation en mutation. Dans la sécurité sociale, comme je le disais l'autre jour, je vais de centre en centre. Bon, c'est à Kléber qui me côtoie, mais entre-temps, je suis muté à nouveau à la rue Jules Moulet, c'est-à-dire où j'ai commencé mes activités professionnelles. J'habite toujours au 35 boulevard Notre-Dame, et là je vais rencontrer celle qui va devenir Madame Pontel, junior, je dirais, puisque Madame Pontel c'est ma mère. C'est Lucette. Bon, là, je rencontre Lucette, qui est la fille d'un commissaire divisionnaire. Bon, c'est peut-être pas ce qui peut m'arriver de mieux en la circonstance. Mais enfin, j'ai des affinités avec elle. Elle joue du piano, donc moi, je suis un petit peu musicien, comme tu le sais. J'écris des chansons, donc il y a automatiquement des liens qui vont se créer. Toutefois, j'hésite à parler à Lucette de cette histoire. Et voilà, Jimmy va jouer le rôle, si tu veux, de point d'ancrage entre nous, de médiateur entre nous, puisqu'il me dit, cette jeune femme que tu fréquentes assidûment, tôt ou tard, elle s'apercevra de ce qu'il appelle à l'époque mes capacités supranormales. Je lui dis oui, mais c'est très délicat
comme ça de but en blanc. Alors j'essaie d'avertir Lucette un petit peu en lui disant je t'expliquerai, hein, j'ai une vie un petit peu particulière, mais pour l'instant je peux pas en dire plus étant donné qu'il ne s'est pas produit de phénomène proprement dit. C'est vrai que le phénomène m'aide, et il m'aide énormément pour porter témoignage de ce qui se produit, mais je peux pas en parler sans qu'on ait vu la chose. Hein, on y est chat échaudé, crin l'eau tiède, par rapport à tous les gens qui travaillaient autour de moi et qui n'avaient pas vu, qui arrivaient des fois à définir les choses sans les avoir vues, en y croyant pas, enfin en se moquant le plus souvent. Je ne pouvais pas me permettre de dire à Lucette qu'il n'avait rien vu. Il y a ça. Alors elle, dans sa tête, elle se disait, mon père travaillant dans la police, peut-être que ce garçon a un passé plus ou moins ténébreux, un passé judiciaire, douteux, voilà, oui. plus ou moins douteux. Elle ne sait pas du tout de quoi il en retourne. Et puis un jour, il s'avère qu'elle assiste à un phénomène. Alors à partir de ce moment-là, il n'y a plus de problème. Quel est ce phénomène alors? Ce phénomène, on est chez ses parents, donc en présence de son grand-père, et il y a une statue qui se brise, c'est-à-dire qu'il y a une statue qui reste en suspens, et le meuble qui est en dessous se déplace, mais la statue reste en suspens. Elle reste pas longtemps, elle reste suffisamment de temps pour qu'on la voie, mais évidemment elle se brise. Une statue en biscuit, en porcelaine, donc, et ça crée des perturbations terribles. Une catastrophe, ouais. Perturbation terrible. Et là, Jimmy Gueux, que nous contactons dans les minutes qui suivent, nous invite donc à venir chez lui. Et Lucette, craignant les remontrances de ses parents, invite Jimmy à intervenir pour nous. Ce qu'il fait en invitant le soir même les parents de Lucette chez lui. Alors nous dînons chez Jimmy et les parents de Lucette viennent prendre un café ou une tisane dans la soirée. Bon là évidemment c'est un peu pagnolesque parce qu'il faut voir un peu la situation. Mon beau-père qui est pas du tout averti de ces choses-là. Mais Jimmy qui lui démontre qu'il y a déjà eu des enquêtes policières, de gendarmerie notamment, sur de tels faits, et il lui dit que c'est quelque chose qui, tôt ou tard, s'exprimera d'une façon plus, non pas plus crédible, mais plus authentique, parce qu'on pourra la définir, on pourra savoir quelles sont les sources de la chose. Là déjà, on commence à avancer dans les sources de la chose. Parce que pour lui, je suis un médium à effet physique, mais qui se destine peut-être à soigner, à guérir, à magnétiser. On en est là pour l'instant. Pour l'instant, on en est là. Pour l'instant, on en est là. On en est simplement aux effets aux états de médianémique dont tu serais le détenteur, voilà. En fait, avec une... Donc, il rassure mes beaux-parents. Pseudo-spécialisé. Voilà. Il les rassure. En gros, il les rassure, mais il n'en sait pas plus. Donc, il est tout à fait authentique, Jimmy, à ce moment-là. Il est sincère, il ne cache rien, mes beaux-parents. Il ne sait rien. Eh bien, après cette pause musicale, on aura la suite de cette histoire assez... Ni de rides, ni d'âge, car on marche du temps. Chevalier du voyage, panache aux 80. Il a mille familles, mais choisit ses enfants, souvent sous des guenilles qu'il change en satin blanc. En passant. D'aucuns l'ont, disent-ils, vu en grand magicien, dans le cœur d'une ville, sur le bord d'un chemin, venir estampiller le décor d'un destin, d'un quelconque sujet, d'un geste de la main. Le talent, et l'élu de son choix hérite d'un empire dont les tables des lois cascadent tant délire. Au-dessus d'un clavier, auprès d'un chevalet, d'un marbre à façonner, d'une rime à trouver. Possédé, ses sens s'exacerbent, en veine ou en reflet, en œuf ou bien en verbe. Celui-là que la gloire va transporter en nu, celui-là que l'histoire gardera méconnu. Antiquité en culte, il fige ta science. Moyen-Âge, il te sculpte, il peint ta renaissance. Il
fait du 18e le siècle musicien, il fait au 19e nom de ses parnassiens. En dansant, en dansant, on le dit à ta vie, il est réminiscent. En lui, rien ne s'explique si parfois il consent à se répandre ainsi parcimonieusement. Il aliène l'esprit de qui de lui s'éprend. Le talent, le talent, que lui importe alors qu'il en brûle sans trêve. Celui qui en son corps véhicule sa sève, n'existant qu'en l'instant qui la voit s'épancher en la forme d'un âme sans pouvoir étancher. Cette soif, ce désir qui transcenderont l'œuvre, celle que la critique baptisera chef-d'œuvre, au pied duquel enfin le futur éteindra la folie, le génie et l'esclave et le roi. Point de ride, point d'âge, car en marge du temps, chevalier du voyage, panache aux 4 vents. Il a mille familles, mais choisit ses enfants, souvent sous des guenilles qu'il change en satin blanc. Le talent, le talent, Provence Culture 10h18, au-delà du savoir, Jean-Claude Decky, Jean-Claude Pontel. On continue l'histoire. Jimmy Gueux, donc c'est le thé, on peut pas dire thé au café, c'est la tisane au café, Oui. en famille, après cette manifestation dite paranormale, télékinèse, psychokinésie, où on apparaît, Jean-Claude, comme médium à effet physique. C'est en tout cas la conclusion que tire Jimmy Gueux de ce premier contact, donc. Exactement. Et à partir de là, bon, tout le monde est au courant dans la famille, donc il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de secret au sens, disons, pratique. Hein. Mais bon, tout va se développer parce que moi, je repars à Lyon. Il faut dire que j'écris des chansons et que j'ai des amis à Lyon, dont un qui est journaliste, c'est un garçon et une fille. Le garçon est journaliste et il a des connaissances dans le milieu du show business, on va appeler ça comme ça. Et il veut me présenter notamment à Monsieur Lamour, qui est le directeur d'un théâtre, pour que je me produise éventuellement. Donc je monte à Lyon. Alors ce sont des personnes que je connais depuis 3-4 ans, et ils sont récemment mariés, donc c'est Gilles et Claudine. Ils sont récemment mariés et ont une petite fille. Et c'est là que le deuxième contact, enfin pas le deuxième, mais enfin le premier contact à Lyon va s'établir. Il est successif à ceux qu'il y a eu à la gare Saint-Charles, entre autres, et sur le quai de la gare, hein, donc, et au 27 rue Lafayette. Et là, je vais être quelque part missionné, parce que je vais leur demander ce qu'ils veulent. Bon, après avoir faussé les Jeux Olympiques, après avoir massacré les animaux aux zoos de Marseille, guéri, plus ou moins, je mets entre guillemets, une amie d'enfance, hein, dont on a un petit peu parlé l'autre jour, d'une maladie qui semblait incurable au départ. Je ne sais toujours pas quel est le but hein, de ce groupe. Oui, la finalité de tout ça. Et là, ils me disent qu'ils vont transformer, qu'ils ont idée de transformer la société, enfin, de modifier notre fonctionnement au niveau du mode de vie. Ça paraît complètement fou d'ailleurs cette histoire. Ça paraît complètement hallucinatoire. Oui, c'est vrai que ça paraît un petit peu bizarre, mais c'est un petit peu logique aussi, parce qu'il faut voir qu'on sort de mai 68, il y a plus ou moins un échec de société. La société de consommation est en train de reprendre ses droits. Mais c'est quand même. Et ils ont cette phrase qu'il faut citer, je crois, qui dit la société de consommation sera la consommation de la société. Donc il faut préparer quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau, étant donné qu'ils estiment que les adultes sont trop souillés, ils ne sont pas assez purs pour, ils disent qu'ils vont employer des enfants en bas âge. Et évidemment, tu le devines, hein, tu le sais toi, parmi ces enfants, il y a la fille de mes amis.
qui est un bébé. Alors, il me propose de la prendre parmi d'autres enfants en charge, c'est-à-dire de lui faire subir des stages à des moments donnés. Et il faut que moi je sois consentant et que je rende évidemment consentant mes amis de la chose. Tu imagines bien la difficulté que je peux avoir à ce moment-là. Oui, c'est de la folie parce que restez calme à l'antenne, ça ne va pas vibrer plus que ça. Ça se calme par la suite, vous allez voir. Oui, bon, il y a un veto, quoi. Il y a un refus. Bon, Gilles est plus ou moins susceptible d'accepter, mais c'est pas évident. Hein, ça fait quand même un couloir un peu sectaire tout ça. Donc oui, absolument. Mais c'est le gourou qui prend la petite, l'éducation. Bref, c'est pas ça. Je vous promets que c'est pas ça. Restez fidèles à notre émission. Bon, Claudine, elle évidemment n'adhère pas à la cause et elle n'a pas tout à fait tort, bien que on puisse imaginer que ces êtres-là sont capables d'agir à distance. Moi, j'en suis persuadé. Avec le recul aujourd'hui, est-ce que Jean-Claude Pontel, dans la même situation, dans les situations inverses, aurait accepté spontanément comme ça? Est-ce que sans refus, un ami arrive, il te dit voilà, tu as fait un gosse, il est superbe, mais moi on m'a dit qu'il y avait ça et ça à faire, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que Jean-Claude Pontel fait à ce moment-là? Tu t'es posé la question? Non, franchement non, parce que il faut voir, je crois que c'est difficile de se mettre à la place de l'autre. Je crois que tout à l'heure tu me disais dans la voiture, il faut vivre l'autre. Voilà, oui. Vivre l'autre, c'est quelque chose qui ne nous est pas imparti. C'est pas de moi. Hein, oui, je sais, non, ça fait rien. Ça ne nous est pas imparti. À partir de ce moment-là, tu ne peux pas te mettre à la place de l'autre. Il est vrai que on ne peut pas redouter quelque chose de quelqu'un qui nous est supérieur, qu'on sait supérieur. Ne serait-ce que par les moyens qu'il emploie. Maintenant, il y a l'assentiment. L'assentiment, c'est autre chose. L'assentiment, il est basé chez nous sur une conduction émotionnelle, donc sur des sentiments. Donc c'est tout à fait quelque chose qui est humain, qui reste humain. Et là, ce n'est plus humain. On ne touche plus au domaine de l'humain. Donc, on continue, on n'a toujours pas de retour. On n'a pas de retour, enfin c'est pas grave, l'autre jour non plus on n'avait pas de retour. Mais donc vous nous entendez, c'est sûr. Donc là, la question est posée, accepteriez-vous que... Non, je pense que je l'aurais pas accepté, de toute façon, ça ne dépendait pas que de moi, ça aurait dépendu de Lucette alors à ce moment-là. On revient aux amis là. Ça ne se fait pas, disons directement. Parce que par la suite, Gilles et Claudine vont plus ou moins s'éloigner de moi, hein, dans la mesure où cette histoire les dérange. Et puis il ne faut pas oublier qu'ils habitent Lyon aussi. Et que moi je suis à Marseille à ce moment-là, de temps à autre à Toulon. Et par contre, j'ai toujours un courrier avec eux, plus ou moins assidu, et Claudine me fait à un moment donné remarquer, elle va me faire remarquer dans les années qui vont suivre, que sa fille évolue un petit peu différemment. Notamment, elle dessine et elle peint alors qu'elle a 2 ans. Bon, ça c'est plus tard, donc ça va se passer en 74, tout ça. Voilà, bon, donc on peut penser qu'il y a eu une intervention de leur part sur des enfants en bas âge, mais notamment Vanessa. Mais on ira plus loin dans la suite des émissions, parce que je sais de quoi il en retourne aujourd'hui. Oui, mais est-ce qu'on pourrait dire, tout en sachant bien sûr de ce qu'il en retourne, et c'est pour ça que je demandais à nos auditeurs de garder le calme et leur sang-froid jusqu'au bout de cette émission, parce qu'il n'y a rien de terrible, c'est tout à fait au contraire très rassurant et un message d'amour. Mais est-ce que tu penses pas justement que dans des personnages, ce qu'on entend les enfants un peu prodiges, etc., il y a une manipulation comme ça qui peut se faire, ou est-ce que ça peut être karmique, ou est-ce qu'il y a effectivement des gens... Je fais une aparté là, en dehors de l'émission. Moi, je crois que dans la mesure où les choses nous viennent de l'extérieur, et bon, tu es un petit peu artiste, tu peux en témoigner, lorsqu'on a une inspiration, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, c'est quelque chose dont on ne décide pas. Non. À partir de ce moment-là, si on accepte que quelque chose nous parvienne de l'extérieur, pourquoi ça ne parviendrait pas d'être qui seraient des intermédiaires entre le Père, appelons ça le Père, tout à fait, oui. Le Créateur et nous-mêmes. Nous ne sommes pas les plus beaux, incontestablement. On l'a dit l'autre jour, il y a des intermédiaires entre le Créateur et nous, incontestablement. On le trouve dans la Bible, on le trouve dans des tas d'écritures saintes, on le trouve dans la mythologie grecque et celtique et autres. Tout à fait. Alors on peut penser qu'il y a on va appeler ça des élus. Des intelligences. Mais des élus au niveau humain, au niveau de notre espèce, des gens qui sont plus ou moins élus parce qu'ils ont un potentiel qui est décelable et décelé donc par ces êtres supérieurs, qui apportent un savoir. Voilà, bon, alors il naît à Mozart de temps en temps, à Victor Hugo. Des gens qui sont capables d'engrammer et d'être le réceptacle de ce qui peut leur être envoyé. De rendre quelque chose, mais toujours de qualitatif, je crois. Enfin, il faut s'attarder à cela parce que je pense que ce sont les ambiants, après on y reviendra, qui décident Il y a dans les ambiants des choses négatives. Ils décident des chefs de guerre, des Hitler, des Attila, des Napoléon. Tout ça, on va en parler.
développer. Ça va être très intéressant Absolument, que justement, vous allez voir que toute cette histoire de Jean-Claude est une histoire qui est extraordinaire dans la mesure justement parce qu'il y a cette cohabitation par moment entre ce qui est positif et négatif, ce que les gens pourraient appeler bien le mal et autres. Qui est une canalisation d'énergie finalement en fonction du réceptacle. Il y a une canalisation d'énergie en fonction du réceptacle. Et de l'ambiance, qu'il faut dire. Et de l'ambiance, et ce qui fait que... Alors il y a une chose très intéressante au niveau de l'ambiance qui a fait dire Alan Kardec un jour au niveau de la médiumnité, j'allais dire là, bien terrestre, de la décorporation partielle qui nous appartient après un certain état de conscience. Il disait en fait il n'y a pas de mauvais esprits, il y a de mauvais médiums, ce qui veut dire que l'esprit en fait se révèle au travers passe par le filtre de l'âme de celui qui le réceptacle. Donc si le réceptacle est sale, si vous buvez de l'eau de source dans une bouteille qui est mal rincée, s'il y a de l'eau de source, aussi source soit-elle, elle prendra les microbes de l'ambiance qui la contient, sera souillée. Donc c'est bien ça en fin de compte. Donc c'est l'ambiance est très important, on va le voir, et c'est là où c'est très subtil et où c'est magnifique justement. Donc on continue. On continue, oui. Donc, je redescends sur Marseille, de Lyon, et puis là, je vais essayer d'entamer une vie normale avec Lucette, entre guillemets. On a quelques jours de répit. On se marie, on a quelques jours de répit, et après, on prend commande d'un appartement dans le centre de Marseille. On verse d'ailleurs des arts à cette occasion. Et entre-temps, on habite dans une chambre que le parrain de Lucette m'avait plus ou moins louée, après que j'ai quitté le 35 boulevard Notre-Dame. Alors moi qui connais la petite histoire, il y a une chose que tu oublies de dire, j'espère que c'est pas volontaire, sinon je gaffe, mais le mariage, un petit peu de répit, d'accord, pas de phénomène particulier, on vous laisse, enfin vous vous mariez tranquillement comme le commun des mortels, on va dire, mais quand vous développez les photos, il y a quand même des invités qui ne sont pas invités sur la photo. Il y a déjà dans l'église cette il y a du monde qui n'est pas invité. Alors c'est étrange. Et cette dame qui filme derrière l'hôtel, qui filme et qui n'appartient pas au service photographique qu'on a monopolisé pour la cérémonie. Il y a quelqu'un à côté de toi sur la photo. Moi j'ai vu quelqu'un. On peut voir quelqu'un sur la photo qui n'est pas du tout, qui n'est d'aucune famille et qui est quand même très proche, puisqu'on peut dire qu'elle est juste derrière le marié, quoi. Donc pour se placer derrière le marié quand on n'est pas de la cérémonie ou qu'on n'est pas invité, il faut quand même oser se mettre sur la posée avec le marié, avec le couple. C'est particulier. Disons ils avaient dit les premiers qu'on allait être suivis, parce que à partir de ce moment-là, il faut savoir qu'il y a quand même plusieurs espèces. Ils sont que sur la photo parce que personne ne les a vus. Personne ne les a vus. Non, mais ils n'étaient pas. Moi, dans l'église, j'ai quand même vu la personne qui filmait. Oui, mais la personne qui est sur la photo, tu l'avais pas vue. Et nous la reverrons quelques mois plus tard en ta présence dans la librairie d'Alain Lecairn. Et oui, alors on continue. Pour arriver jusque-là. Donc, on revient dans cette petite chambre, et là, à partir de ce moment-là, il va y avoir les prémices d'une prise de contact qui va complètement se différencier de celle que j'ai pu avoir moi séparément donc de Lucette auparavant. C'est-à-dire qu'on n'a plus affaire à la même espèce ou aux mêmes espèces. C'est ce que tu sais aujourd'hui. C'est ce que je sais aujourd'hui, mais à l'époque je ne sais pas. Je pense toujours que c'est la même unique chose. Voilà, alors exactement. On saura par la suite qu'il y a deux choses bien différentes provoquées justement par cet ambiance. Et alors là, ça devient catastrophique. Parce qu'on travaille, il ne faut pas oublier qu'on travaille, on est encore à la sécurité sociale, et on ne peut pas assumer des responsabilités professionnelles avec le mode de vie qu'on a. Le mode de vie, il est simple, il est qu'on dort à peu près de 21h à minuit, et à minuit, il y a 3 coups qui retentissent dans le mur de notre petite chambre, et là, il y a... Jusqu'à 5h du matin. Pratiquement. Tout bouge, ça secoue, on est obligé de quitter les lieux, parce que on dérange le voisinage, quelque part. Et on va dans la rue. Alors là, Jimmy Gueux nous rejoint. C'est là que Jimmy Gueux. On prévient tout de suite Jimmy. Absolument, parce que on n'a plus d'aide là. Les lits se déplacent, les armoires se collent au mur. Oui, et on n'a plus d'aide. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'assistance de la part de la famille, voire des amis. Il y a de l'encre qui sort des bidets. Il y a de l'encre qui sort des bidets. Il y a les rares personnes qui nous aident. Les rares personnes qui nous aident, s'exposent à plusieurs risques. D'une part, de ceux qui provoquent les choses, et d'autre part, de notre société même. Alors, moi, je voudrais justement refaire un petit aparté sur ce sujet. Voilà ce qui se passe. Donc, on est à ce moment-là dans cette petite chambre dont il y a vraiment ce que l'on connaît, la seule expression qu'on connaît à ce moment-là, c'est le poltergeist, c'est-à-dire tous ces déplacements que généralement provoquent les médiums à effet physique.
qui sont toutes sortes de déplacements d'objets, tout ce qui se trouve à proximité. Et là, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que on se trouve même, vous vous trouvez carrément enfermé dans une armoire, oui, l'armoire sur le lit. Absolument. Donc, c'est quand même quelque chose de très impressionnant pour celui qui le vit, pour la femme, la jeune épouse qui est là et qui se dit j'ai épousé n'importe quoi et qu'est-ce que j'ai épousé, je rentre dans le monde de la folie. Oui. On demeure dans le monde de la folie. Mais la question que je te pose maintenant à la réflexion, c'est ces phénomènes donc qui se précisent. Alors, on va dire après, on sait après qu'il y a eu deux sortes de phénomènes. Les phénomènes, on va dire, violents, les phénomènes d'agression, qui sont des phénomènes donc à la limite qui vont très très loin, qui peuvent aller très loin, qui nous font très très peur. Et puis maintenant, c'est beaucoup plus calme et pour cause, on le saura plus tard. Mais à ce moment-là, est-ce que on a vraiment affaire à deux entités différentes, à deux formes de conscience différentes qui prennent contact, dont une serait négative pour l'instant, c'est ce qui apparaît en tout cas dans les phénomènes qui sont présentés. Il va s'avérer que c'est unitaire quelque part, mais c'est pas le même plan. Voilà. Mais ou alors est-ce que tout simplement, là où je m'en reviens, ou est-ce que tout simplement, Jean-Claude Pantel, du fait de contacts qui sont toujours les mêmes aujourd'hui, 25 ans après, n'est-il pas chargé d'une énergie considérable qu'il ne maîtrise pas et qui provoque, elle, cette anarchie dans les phénomènes. Et à ce moment-là, on n'a plus affaire à des entités négatives, mais à tout simplement une anarchie qui provient de nous, de cet emmagasinement d'énergie, j'ose exprimer. Il y a incontestablement des interférences. Alors ces interférences, bon, il y a pratiquement un an que je sais pourquoi elles ont lieu. C'est-à-dire la liaison qu'il y a entre le phénomène à effet physique et le message, puisqu'il y a un message, tu sais. Tout à fait. Il y a le verbe qui vient apporter la pensée et un enseignement remarquable. C'est un petit peu plus tard que le verbe va arriver. Voilà. Mais à travers le verbe, on va pouvoir aujourd'hui expliquer le phénomène physique d'une part et les interférences qu'il provoque. Oui. Alors bon, là déjà, Jimmy Gueux nous aide. Bon, Jimmy Gueux que j'ai mis au courant par l'intermédiaire d'un camarade de travail des rencontres de la gare. Alors Jimmy sait, mais Jimmy, je lui recommande de ne pas en parler parce que j'ai toujours peur. De représailles. De représailles. Alors à partir de ce moment-là, on parle d'envoûtement. Les gens qui entourent Jimmy, il y a de tout. Il y a des géomanciens, il y a des cartomanciens. Il fréquente le monde du paranormal, donc il est au courant de toutes les mondes. Ces gens-là veulent m'envoyer en Turquie, voir une certaine Myriam, je sais pas si c'est Myriam. Une grande exorciste. Sarah. Non, puisque Myriam, c'est celle qui va me présenter à toi. Voilà. Et parmi donc les personnages qui entourent Jimmy, il y a un caméraman de la télévision. Et il y a cette Myriam qui a mis aussi de ce caméraman et qui dit il faut aller voir Jean-Claude Dakis. Avant d'aller en Turquie, il faut aller voir Jean-Claude Dakis. Et s'il y a un envoûtement, lui sera susceptible de le déceler. Elle est également médium, mais enfin, elle pense que c'est toi qui est le plus susceptible de gérer cette affaire. Je la remercie d'ailleurs, c'est sa mémoire, puisqu'elle nous a quittés. Myriam nous a quittés en 1973 d'ailleurs, très très peu de temps après qu'on se... Oui, 74, oui, elle est morte malheureusement dans une souffrance épouvantable. C'était une femme extraordinaire, que d'ailleurs j'ai très peu connue, moi personnellement, j'ai connu beaucoup après, et elle me connaissait donc de réputation à cette époque-là, alors que moi je la connaissais pratiquement pas, et puis c'est après que j'ai fait sa connaissance. Donc c'est un hommage, c'est grâce à elle aussi qu'on s'est connus quand même. Là. Donc on va faire une petite pause aussi encore avec Jean-Claude Pantel, et puis on attaque la partie de Jean-Claude. Il n'estivait ni n'hibernait ce jour-là, ça je vous l'assure. En leur habit de plumes, de peau et d'écailles, l'air grave et sérieux. Et comme le ressac ne couvrait pas de sa voix leur murmure, la curiosité me conduisit alors à m'approcher d'eux. Sans vouloir l'affirmer, je crois que depuis Jean de La Fontaine et cette épidémie de peste qu'il sut si bien nous narrer, jamais au grand jamais, aigle, papillon, renard et baleine ne s'étaient retrouvés en le corps d'une pareille assemblée. Et monter de la plage, direction les nuages, de temps à autre une clameur, une ovation peut-être agréée en quelques fêtes, en cris de toutes les couleurs.
Sur une sorte de promontoire était juché celui que l'on se plaît à reconnaître comme souverain. Le lion, pourquoi donc ne pas le nommer, demeurait impassible, il écoutait tout un chacun. Fut-ce le vent du large qui en ses embruns trahit ma présence, colportant mon odeur au flair exercé de quelques matins, ou bien l'œil aiguisé d'un oiseau de proie, mais un grand silence s'abattit pesamment, tandis que le ciel s'obscurcit soudain. En moins de temps qu'il faut à ces quelques mots pour vous le décrire, je fus vite entouré de 1000 regards, lourds de suspicion, tant et si bien d'ailleurs qu'en l'instant je vis mon procès s'ouvrir, sans que j'aie eu loisir de pouvoir poser la moindre question. Au nom de la campagne, au nom de la montagne, au nom des déserts et des mers, des forêts et des airs, toute violence, des disparaître, rendons justice à notre terre. Mon cœur fut traduit dans cet acte d'accusation, ce que souvent à mes semblables en chanson j'avais reproché. Il fallait assumer la situation quand le calme revint, j'y allais de mon envolée. Faire endosser les mots que vous subissez à un seul coupable, de surcroît innocent, quand bien même nul n'est jamais tout blanc, reviendrait à réitérer le célèbre arrow de la fable et ne garantirait en rien l'avenir si préoccupant. C'est au pluriel que l'homme est dangereux pour tout ce qui l'entoure. Il se retrouve seul, il se fait tendresse et parle d'aimer. Sans brécher pour moi-même, remontons l'histoire, le temps à rebours. La pollution, la chasse ne saurait vous faire oublier Noé. Noé, le patriarche Noé, dessus son arche Noé, sans qui seriez-vous là? En cette controverse, la raison tergiverse, demain c'est encore autrefois. Et c'est bien ainsi que quelques millénaires, après avoir soustrait au déluge tant d'espèces sur son radeau, Noé sans le savoir venait de sauver des flots d'un cauchemar, celui qui clame à chaque écho. Quand grondera le monde, que bouillonnera l'onde, Noé, reviendras-tu un jour? Comme là dans mon rêve, pour que vive sans trêve partout le règne de l'amour. Noé, le patriarche Noé, dessus ton arche Noé, reviendras-tu ce jour? Où grondera le monde, où bouillonnera l'onde, pour que se perpétue l'amour. Noé, le patriarche Noé, dessus ton arche Noé, reviendras-tu ce jour? Où grondera le monde, où bouillonnera l'onde, pour que se perpétue l'amour. Noé, le patriarche Noé, dessus ton arche Noé, reviendras-tu ce jour? N'oublions pas que ces textes magnifiques que nous distillons comme ça au cours de nos émissions avec Jean-Claude Pontel sont de Jean-Claude Pontel et sont la préparation donc d'un opéra qui va s'appeler probablement le voyageur de l'orage. Oui, j'allais pas dire entre existence et vie, c'est fini ça. Je me suis souvenu de la leçon, j'ai bien appris. Le voyageur de l'orage, donc c'est un privilège que vous avez là d'écouter en priorité, ce qui n'est pas encore sorti mais qui ne va certainement pas tarder. Donc nous sommes toujours là avec Jean-Claude Pontel et nous sommes entre Myriam et Sarah, c'est ça, en Turquie, et Jean-Claude Dakis est désolé d'être encore là, mais j'apparais à ce moment-là. Voilà, Sarah va surgir Jean-Claude Dakis. Voilà pourquoi je connais Jean-Claude Pontel depuis 25 ans, et même plus maintenant, et pourquoi on est très amis. Voilà, donc c'est en 73, donc peu après le mariage que je fais ta connaissance. Ça doit être l'été, hein, c'est le début de l'été. Tout à fait, oui, on peut dîner dehors, oui, tout à voilà, fait. Donc c'est ce qui va d'ailleurs se produire, puisque bon, la première rencontre, tu me dis, bon, moi je dis, je vois arriver je pense que vous n'êtes pas envoûtés, oui, je pense que je dis ce que vous êtes tu m'as dit. 3 personnes, vous êtes Antoine Divinosa, oui, c'est ça, ta femme et toi. Voilà.
qui arrivait en disant voilà, je suis un personnage comme ça, il m'arrive ça et ça. Oui. Et on me dit que j'ai été dans une vie antérieure, j'ai été un sorcier noir, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je paye tout ça. Oui, tout ça, c'est une accumulation je dois partir, de... voilà. Je dois partir en Turquie pour subir un désenvoûtement parce que ce que nous vivons est particulier, etc. Alors moi j'écoute tout ça, là je prends un petit peu la parole parce que ça s'est passé, ça m'est arrivé à moi directement. Donc et moi je dis écoutez, moi je suis vraiment désolé, mais vous n'avez pas du tout les symptômes d'un envoûté, et si symptômes il y a, c'est plutôt les symptômes d'un contacté, où vous avez peut-être contact. Alors à ce moment-là, je crois que j'emploie le mot plus ou moins extraterrestre, mais j'en sais strictement rien. Moi j'aimerais voir, non pas par curiosité, mais j'aimerais savoir de quoi il en retourne, et ce n'est qu'après que je tu vas pas attendre tellement longtemps, parce que je n'attendrai pas. On va dîner ensemble. Et on sympathise quand même. Ça c'est très intéressant parce que quand même on a eu un fil tout de suite. Parce qu'on oui, mais il faut dire que quelque part alors, il y avait déjà une liaison qui avait été établie. Alors tous les points à notre communs, insu. Tous les points communs que nous avons, les énumère, ça serait intéressant quand même de savoir ça. Il y a déjà le fait de la rencontre proprement dite. Même année. On est né à 10 jours d'intervalle, 12 jours d'intervalle. En considérant que je suis bien né le 30 et que tu es bien né le 18, toi c'est sûr, moi c'est peut-être un petit peu moins sûr. Voilà. Mais... Je suis un Cancer, je suis un Gémeaux, mais on sait pas trop parce que finalement, comme c'est pas certain, tu es plus Gémeaux à mon avis que Cancer parce que tu es tellement plus dans la lune, dans les étoiles, et tellement éthéré, ne serait-ce qu'on sort ce matin, on va prendre des crises de nerfs avant de partir. Là, on dit ça c'est Géminien, c'est pas Cancer. Donc voilà. On a fait un parcours identique d'armée, on s'est retrouvés pratiquement à Tarascon sans le savoir, on s'est croisés et nous étions fous tous les deux parce que toi à l'époque tu étais pas tranquille, mais moi j'étais guère mieux parce que c'est pour ça aussi, je m'excuse que j'ai été réformé parce que je suis dans le phénomène PK, donc dans le style inapte à la vie en collectivité, j'ai pas honte, tant mieux d'ailleurs. J'étais chanteur d'orchestre, tu étais chanteur également. J'étais chanteur de Black and White, et puis à l'époque on chantait Ma Sympathie, toi c'était Mamie Blues, à l'époque là, et tant d'autres choses encore d'ailleurs, on a eu un parcours... Sans doute étions-nous guidés, puisque l'autre jour tu as abordé tu étais rue Jules Moulet, j'étais déjà rue Saint-Jacques. Il n'y avait pas de hasard, mais il y a le louche qui sort son film Hasard et coïncidence, mais enfin il n'y a pas de hasard, il n'y a pas du tout de hasard. Courant de tout ce qui se passe. On était voisins de rue, les deux activités professionnelles étaient, on se tournait le dos, Jules Mouret, rue Saint-Jacques à l'époque. Et tant d'autres choses qu'on pourra revoir. Et surtout, tu te trouves au Casino de Cassis. Et je me trouve à Cassis. En automne 1971, où je chante. Alors, je suis le parrain d'un ami merveilleux qui a une voix extraordinaire, mais qui est malheureusement un petit peu desservi par un physique, parce que ce garçon, d'ailleurs, c'est comme quoi lui aussi c'était bizarre. Il était né dans la même rue que Luis Mariano, même date, même etc. Et une voix absolument superbe. Il était catégorie opérette. Et il me dit, tu sais, Jean-Claude, toi qui es médium, si tu pouvais un peu influencer le jury pour que je passe et tout, me voilà donc transporté au Casino de Cassis en train d'essayer de me concentrer, de faire de la télépsychie sur Mariano qui était en train de chanter donc Luis Mariano pour l'influencer, et puis je vois arriver un monsieur tout en blanc, costume blanc, etc., qui interprétait lui aussi, que c'était Carnaval de Rio. C'était l'histoire d'un noir qui mourait pendant le Carnaval de Rio. Voilà, tout à fait. C'était superbe texte d'ailleurs aussi, superbe chanson. Et c'est par cette chanson que, quelques semaines après notre rencontre officielle, celle-là en 1973, que tu vas te rendre compte que tu me connaissais déjà. On se connaît. Alors il y a peut-être ce fil comme ça, c'est assez rigolo quand même. On se suivait, on se passait derrière et devant, on se croisait, jusqu'au jour où on se la profession, l'activité veut que j'existe dans ta vie et que tu existes dans la mienne, et qu'on décide donc spontanément d'ailleurs d'aller dîner, on ne dira pas l'endroit, mais à Marseille, dans un petit restaurant Place Castellane, et là nous prenons un repas. Alors là, c'est quand même particulier. J'ai une petite anecdote quand même amusante pour vous dire l'histoire, comment ça se passe. Nous sommes assis au restaurant, on passe commande bien évidemment. J'ai en face de moi Lucette, sa femme, Madame Pantel, donc à ma gauche, en face à ma gauche, et à droite donc en face Jean-Claude, etc. Et puis il y avait Antoine Divinosa. Oui, on est 5. Et puis il y a une autre et on nous personnage. sert pour 6. Alors on est 5, on nous sert pour 6 personnes. Au moment de payer, nous ne payons que pour 3 personnes, bien évidemment. Dans l'addition, enfin tout était complètement mélangé, mais c'est arrive quand même le 6e qui était René Chevalier, l'ami de Myriam. Et je sentais sous la table un pied qui me frôlait et quelque chose qui me caressait le mollet. Je dis, c'est quand même pas là sa femme qui me fait du pied sur le plat. J'ai dit, attends, je délire. Je suis là, on dîne un premier soir. J'ai en face de moi un couple qui est jeune marié, et voilà que la femme apparemment me fait du pied sur le plat. J'ai dit, non, là, mon succès quand même est assez bas. Et je me baisse, en fait, j'avais le revers de mon pantalon qui avait été complètement retourné par une main invisible. Ce à quoi je me dis là, à ce moment-là, je suis obligé de dire, écoutez mes amis, je suis désolé, mais j'ai
le pantalon, le revers de mon pantalon qui est remonté jusqu'au mollet. Oui. Et là, c'était quand même pas Madame Pantel qui me l'avait fait. Non. Et elle me faisait pas du pied. Non, C'était non. d'ailleurs. Hein. Non, Alors, on oui, nous oui. faisait du pied d'ailleurs. Et d'ailleurs, on a vu atterrir une salière aussi qui a traversé le. Oui, il y avait les plateaux de flanc qui remuaient aussi. Il y Voilà, avait- plateau la de serveuse, flanc, elle était assez perturbée. La serveuse perturbée car elle s'est vue traverser une salière comme ça. Nous étions vraiment tout petits dans le restaurant. On a essayé de se faire le plus discret possible, mais ça a été difficile quand même. Hein. Voilà, ben après on est parti, on est sorti. Bon, ce René Chevalier était intervenu. Il était tombé en panne d'ailleurs Et devant j'ai- ce restaurant, comme par hasard. Ouais, Comme par hasard. ouais. Et je crois que c'est Jean-Pierre qui l'avait ramené ou c'est sa femme qui était Alors, venue j'avais le un chercher. je me ami, rappelle Jean-Pierre Caloni, qui, non, c'est sa femme qui l'avait ramené. Oui, hein. Jean-Pierre oui. viendra beaucoup plus tard après. Jean-Pierre Caloni viendra beaucoup plus tard. pas. Oui. Mais là, vraiment, je pouvais qu'attester en fait que Jean-Claude Pantel n'était vraiment pas un envoûté, mais c'était vraiment un contact et un vrai. Et là, c'était autre chose. Voilà, à partir de ce moment-là, bon, ben, on va se fréquenter un petit peu plus assidûment. Ah oui, ça va être très fréquent d'ailleurs. Et tu vas t'absenter de Marseille quelque temps, je crois. Je pars en Afrique. Oui. Je pars en Afrique à ce moment-là et je vis un cyclone, le cyclone Gilbert, dont Oui. je réchappe d'ailleurs. Oui. Et nous allons aller avoir le contact avec ceux qui nous parlent aujourd'hui, quoi. Ça se Voilà. passe au mois de juillet 73, là, peu de temps après ton départ d'ailleurs. Hein. Mhm. Et c'est là qu'on va avoir Les premiers sons. les premiers sons parce que entendus les premiers collectivement. sons, voilà, collectivement, parce parce que nous avions que quand même ce cri qui Bon, arrivait très il y avait le souvent, cri qui et ce coup arrivait. de sifflet qui était très et ce coup de particulier. sifflet particulier, voilà. Ces vieux sifflets de gendarmes de l'époque Mais qui les étaient le signal. les premiers contacts, dirons-nous vocaux, où il y a un Mhm. message, où il y a des idées, des échanges, Oui. ça va venir à partir du 15 juillet 1973. Alors là, je vais être très indiscret dans ta vie. Je vais faire peut-être quelque chose qu'il faut pas faire, mais est-ce que il te reste des enregistrements, les deux premiers enregistrements d'époque, tout premiers enregistrements. Ben, tu sais, au fur et à mesure que j'ai fait le livre, C'est où il y avait 7, 8, 10 voix à la fois, 5, 6 voix à la fois. à Il part- reste encore à des partir du trucs. moment où j'ai fait le livre, tous les premiers, Tu as effacé. je détruis les cassettes au fur et à mesure que je mentionne les textes dans le livre. Donc tu auras les derniers enregistrements, ça c'est sûr. Les tout premiers, d'abord c'était un vieux magnétophone, je sais pas si tu te rappelles. Ah oui, alors ça C'était un c'est. Grundig, c'était pas les cassettes, Ça, si tu veux, c'était qu'on les a bandes. aujourd'hui. Oui. Et tu sais que j'ai encore des bandes dans ma cave, et donc pliées Oui. dans un endroit, et je suis sûr que sur ces bandes, il y a des choses très intéressantes que j'ai toujours d'ailleurs conservées, et Oui. qui, malgré mes 6 cambriolages successifs, n'ont jamais été dérobées. Oui. Donc c'est la raison pour laquelle je me dis peut-être, faut-il que je les conserve. Il faudra que je m'y attarde et que je les regarde d'ailleurs. Mais c'était pour savoir si nous aurons l'occasion. C'est 10 secondes d'un enregistrement comme ça. Oui, oui, non, mais de toute façon, des Ça enregistrements. te posera pas de problème. Non, pas du tout. Pas du Alors, tout. De vous toute façon, aurez- si ça doit pas marcher, ça ne marchera pas. hein, Vous tu aurez sais. oui, je sais bien, vous Voilà. aurez la priorité là aussi de voix très particulière que vous risquez d'aller entendre, on espère, si ça peut passer bien évidemment. Oui. Et alors il faut dire aussi que ces bandes ne s'enregistraient pas toujours sur des bandes qui fonctionnaient. Des fois le magnétophone il n'y avait pas de lumière et ça marchait quand même. Oui, oui, non, mais de toute façon, ce qu'on n'a pas mentionné, c'est que quand Jimmy, juste un petit peu avant de te connaître, ou même pendant, hein, puisqu'après tu es parti, tu t'es absenté, Moi, je passe pas Jimmy de temps. faisait des réunions avec des personnes assermentées dans l'appartement d'Antoine Divinosa. Mhm. Et là, René Chevalier venait avec la caméra. Bon, c'était pas des caméras, à l'époque les caméscopes n'existaient pas, c'était des caméras avec un pied. Donc il avait deux caméras, on branchait magnétophone et caméra, et quand les phénomènes survenaient, tout s'arrêtait, tout se bloquait. Je me souviens de Chevalier avec le manche de la caméra à la main Oui. et pas de caméra dessus. Voilà, là, tu y quoi, hein. étais, là, Ça j'y évidemment. étais, Donc là, tu y quand étais. même Voilà. le son et les caméras se déplaçaient, mais il n'y avait pas du tout il était avec son bras et il ne Voilà. pouvait pas l'enclencher, ça Il ne n'a- fonctionnait pas. il n'avait Donc, plus le- C'était totalement incontrôlé ça. hein. Absolument. Là où je n'ai pas assisté, c'est des phénomènes de la porte qui s'est dégondée, qui a traversé. Il y a des photos dans le premier ouvrage d'ailleurs. Oui. Il y a quelques photos qui sont d'ailleurs mal reproduites. C'est bien dommage. Ben Le oui, scannage mais- n'est pas bon et je trouve tu que sais, là, on ils auraient faisait- dû faire des choses plus sympas quand même. On faisait pas ce qu'on voulait là. Hein. C'est Tu as toujours des pareil. photos, je crois aussi, toutes les photos du bidet, etc. de J'avais. l'armoire et tout. Il y a T'as beaucoup de plus ça choses qui ont disparu. J'ai retrouvé, parce qu'il fallait le retrouver certainement, cet article de journal qui mentionnait Ah oui, oui. le massacre des animaux Oui, du oui, zoo de oui, Marseille. oui. Mais le reste Et plus était- de 20 ans après, hein, Mm. que je dis 20 ans, presque 28 ans après. Ouais. Donc on est en plein phénomène à ce niveau-là, donc on est constant. Et là, moi, je suis témoin, bien sûr, de cette histoire, là, témoin vivant de tout ce qui se passe. Et Dieu sait s'il s'en est passé de fabuleux, d'ailleurs, de fantastique. Oui. Il y a eu des moments extraordinairement difficiles à gérer. Ma mère était présente, d'ailleurs, Oui. dans certains phénomènes. Oui. C'était notre seul amuseur, parce que c'est la seule qui riait de ces trucs-là, C'est vrai. mais qui avait beaucoup d'humour. Mais c'était quand même particulièrement difficile aussi à vivre, à supporter. Et je me souviens d'une réflexion avec Jean-Pierre Carloni. Nous repartions de Marseille. Moi, j'habitais Aix à ce moment-là. Et il était 5 heures du matin. On avait à peine terminé notre nuit qui avait commencé à 10 heures du soir, 11 heures minuit des fois.
Et on s'était demandé, avec les lumières qui s'allumaient, je verrais toujours cette à entrée d'Aix-en-Provence. Au même moment, on a dit, mais on a l'impression qu'on vit un truc, on était sur notre planète, quoi. C'était complètement, on venait de vivre un truc complètement hallucinatoire, quoi. On se demandait si on avait vraiment rêvé, tout ce qu'on avait vécu était là, et il fallait retravailler le matin. C'est ça, le Dormir problème est là. 2-3 heures et retravailler le matin à 9 heures, on était au cabinet, quoi. Et toi, Le problème 8h30, demeure t'es là finalement. C'est quelqu'un qui a une activité professionnelle ne peut pas vivre cet échange-là. Ça a été Ce n'est pas très possible. difficile. On n'avait pas le temps de finir le repas, c'était terrible. Mais la plupart du temps, bon, mais c'est-à-dire qu'on contrôlait rien, même pas l'éclairage, puisqu'ils nous éteignaient quand ils voulaient nous parler. Tu te rappelles, ça se passait dans l'obscurité. Et oui. Et On faisait des chaînes de prière tellement on avait peur. On savait pas, alors on priait. On se tenait par la main avec Oui, parce que Jimmy c'était en quand même- rond, oui. dans l'obscurité. On essayait de pas se séparer. Mhm. On ne voyait rien et c'était excessivement difficile à gérer. Et donc là, Bon, alors On là, se évidemment, il va trouve, y on avoir. se Donc, toi, rencontre. tu n'es pas là, mais on a le premier contact vocal. Et là, c'est Oui. à partir de ce moment-là, on a un échange. Un échange qu'on va qualifier d'intelligent. Hein. Alors, évidemment, je me rends compte que ce ne sont pas du tout les êtres qui m'ont contacté à Lyon et à la gare à Marseille. C'est tout à deux fait autre choses chose. différentes. C'est tout à fait autre et cela chose. disparaît à partir de ce moment-là. Quelque part, c'est Plus ou moins, hein, plus ou On moins. les parce- retrouvera plus tard à TADI d'ailleurs. Oui, oui, on va les retrouver. Une plus tard, dernière peut-être. secousse à TADI, je crois. C'est cela, c'est Ouais. cela. Quand il va y avoir une remise en ordre de. C'est un peu la guerre des mondes. Hein. Oui, On assiste tu un avais peu à appelé la ça la guerre guerre des mondes. Tu avais appelé ça la guerre des mondes, c'est vrai. C'est Oui, une forme de guerre des flancs. mondes, mais enfin, disons que c'est un conflit entre espèces, je dirais. Alors il y a une sensation assez particulière qui est intéressante. La sensation de l'eau, d'être dans de l'eau. Oui, toujours. Ben, il faut voir que quand on avait les contacts, la pièce devenait obscure, mais une obscurité, moi je dirais sépulcrale, C'était parce qu'il y avait oppressif. même à travers les interstices des volets, il n'y avait plus de lumière qui passait. Donc il y avait, il monopolisait un espace. Moi j'ai toujours pensé qu'il monopolisait un espace, que ce soit les premiers de la gare ou ceux qui sont venus parler par la Ouais. suite, il monopolisait un espace. Donc là, il gérait toutes les dimensions de l'espace, quoi. Et c'est vrai qu'on avait des fois l'impression d'être dans l'eau. Oui. Hein, il y avait Et un cette, jour, je me souviens que les choses étaient ondulatoires. voilà, absolument. Je me souviens de Absolument. voir dans l'obscurité, d'apercevoir l'ombre des choses, parce qu'on finit par s'habituer à l'obscurité, Mhm. et donc de voir un petit peu mieux, Oui, hein, oui. et de voir les choses qui étaient comme s'il y avait des vagues, comme si c'était Oui. dans quelque chose de vague, de très doux d'ailleurs, qui n'était pas Oui, du tout oui, oui. ni étouffant ni rien, mais c'était cette impression de là, et surtout cette immense chaleur qui vient comme ça, et qui est Oui. cette moiteur qui est un peu tropicale, qui envahissait par moments les lieux. C'est cela. Et ça continue toujours ça, cette ambiance comme ça, ou ça a changé De toute façon, registre moi je me rends moins compte, mais chaque fois que j'ai un contact, c'est-à-dire à peu près au moins Oui. une fois par an, quand je parle d'un contact, c'est un contact assez long, un contact Oui. qui dure entre 45 minutes et 1 heure, voire Oui. plus, Oui. il y a cette sensation au niveau déjà de l'audition. Quand on écoute la cassette, on sent qu'il y a un vrombissement derrière, il y a comme de l'eau qui coule en permanence. Et 45 minutes de message, croyez-moi, C'est très c'est fatigant. un tome entier de livres. Oui, oui, Parce oui, que sûr. c'est Ça tellement- traite de tellement, philosophie, mais ça traite beaucoup de important. physique aussi. Hein. Ça traite Ouais, beaucoup de physique. Alors, quelle a été la première chose qui a été dite, il nous reste très peu de temps, quelle a été cette première chose qui a été dite dans ce message? Pour la Est-ce que première tu as chose qui- souvenant de ça? Le premier contact vocal? Non, le premier contact, c'est un contact vocal tout à fait anodin. C'est-à-dire que la porte de la penderie bouge et Lucette décide à ce moment-là d'apporter des amandes. On a des amandes et Lucette porte des amandes dans la penderie. Et on entend craquer les Un amandes test. après avoir On va refermé, voir, voilà. après avoir refermé la porte. Et de l'anthésite. Et une voix qui réclame de l'anthésite. Voilà. Et on Donc porte et on l'anthésite. porte de l'anthésite. Et là, On referme l'armoire, voilà. on entend Le des placard, bruits, oui. C'est cela. et quand on revient, il n'y a plus d'amandes. Il n'y a plus d'amandes. Il n'y a que l'Écosse, bien sûr. Et par la suite, Et la bouteille l'anthésite est a été évitée. vidée. Voilà. Alors ça, ce sont des contacts qui vont durer, parce que moi j'ai assisté à ces Oui. contacts, qui en fait n'étaient pas destinés à alimenter nos intelligences extérieures, extraterrestres, mais simplement à leur faire voir en fait qu'il y avait un vrai contact physique, quelque chose de tout à fait évident et contre lequel on ne pourra absolument pas revenir par la suite. Qu'est-ce qui se passe quand il y a cette prise de contact? Comment tu vis ce premier contact? Comment tu l'as vécu, toi, ça? Cette fois-ci, c'est un contact, c'est authentifié. Il n'y a plus de son, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de là. C'est quelque chose de particulier. Il y a une manifestation physique, c'est-à-dire non pas un meuble qui se déplace, mais quelqu'un qui
entre guillemets, même si ça ne lui sert pas, s'il n'ingère pas, a censément mangé et a censément bu. Le liquide a disparu, les objets ont disparu. Alors, comment tu le vis, toi, ça? Bon, il y a la surprise, l'effet de surprise, il demeurera toujours. Même aujourd'hui, quand il y a un phénomène à effet physique, on est toujours surpris. On n'a pas peur, mais on est surpris. Oui, mais toi, cette question, je ne t'ai jamais posée, en fait. Mais toi, tu l'as vécu comment, ça? Dans ton intimité, je pense que dans ton âme. Par rapport à tout ce que j'avais vécu auparavant, au niveau des contacts à Lyon et sur le quai de la gare, il y avait l'invisibilité des êtres qui créait quelque chose de plus, un plus. C'est-à-dire qu'il vaut mieux voir un petit gris, comme dirait Jimmy Gueux, ou ceux que j'avais vus sur la gare, sur le quai de la gare, que d'entendre des voix dont on ne sait pas d'où ça voilà, vient. que de voir des aliments disparaître sans voir les personnes qui interviennent. Absolument. Là, il y a un effet de surprise. Mais aussi, il y a un apaisement, parce que le message, il va être très, très qualitatif. Plus ça va aller, plus il va se créer des liens, je dirais, presque fraternels. Ah oui, c'est plus que fraternel quand même. Il y a une espèce d'osmose, c'est une omniprésence, ça fait partie maintenant de ça. Est-ce que à ce stade on peut déjà dire, moi je me pose la question, on me la pose même plus maintenant, mais on peut dire que on vit en état 2. Je me demande si tu as rencontré quelque chose, tu as peut-être permis à quelque chose de se passer, mais tu as toujours été porteur depuis, je pense, le berceau. Je pense. Depuis Lida, tu étais déjà rempli de tout ça, et c'est la maturité nécessaire à l'homme. On en reparlera après de ça, qui a permis tout ça et qui, dans l'ambiance, a permis énormément de choses. Eh bien, Jean-Claude Pantel, il est l'heure de nous quitter maintenant. On a eu beaucoup de plaisir, mais on se retrouve, ça c'est encore obligatoire, et merci de l'accepter, mercredi prochain pour cette suite où nous entrons là dans les textes. On va commencer à aborder quelque chose d'absolument étonnant, d'absolument fabuleux, que je vous conseille surtout de suivre avec toute votre assiduité. Merci, à très bientôt. Merci. Là où la démesure devient la mesure. Croyants, non-croyants, rationnels et passionnés, ne manquez pas votre rendez-vous avec le médium Jean-Claude Dakis. C'est tous les mercredis à 10h du matin sur Marseille-Provence. Destination au-delà du savoir, l'émission du paranormal.